d'abord, je voudrais préciser que préfacer, ce n'est pas donner un chèque en blanc à l'auteur sur tous les sujets développés dans le livre. Dans mon cas précis, préfacer cet ouvrage, c'était manifester mon intérêt professionnel sur le sujet développé et également exprimer mon respect pour le travail, l'expérience et la personnalité du Père Georges. Je m'explique. Au niveau de mon intérêt professionnel, il est éveillé dès que l'on parle de mieux-être pour un être humain en souffrance, que cette souffrance soit morale, mentale et même voire physique. À partir du moment où il y a des critères de sérieux, d'éthique et même scientifique. Ma forme de respect pour le travail du Père Georges reposerait sur 3 points. Le premier point est pour moi fondamental. C'est l'éthique, le respect d'une forme de hiérarchie. Dans notre société moderne et depuis quelques siècles, le médecin est en quelque sorte le gardien de la santé, de l'art médical. Je pense que le mot chef d'orchestre serait plus adapté, parce que comme un chef d'orchestre, le médecin, bien entendu, a des compétences. Lui-même en musique, il sait souvent jouer d'un ou plusieurs instruments, mais également il peut coordonner d'autres talents. Et je pense que c'est très important, coordonner d'autres talents. Néanmoins, la médecine doit rester prioritaire. C'est un niveau éthique et, je l'ai précisé, hiérarchique. Quand un être humain est en souffrance, il doit y avoir prioritairement un diagnostic médical. Ce diagnostic va ensuite monter en puissance pour devenir un diagnostic différentiel. Un mal de tête et une tumeur cérébrale, c'est quelque chose il y a une expression d'un côté et une maladie de l'autre. Un état de fatigue générale sur une maladie chronique dégénérative. Il ne faudra pas confondre la maladie et le symptôme, mais identifier l'ensemble des symptômes pour lui donner une étiquette. Quand quelqu'un a une souffrance durable au niveau moral ou mental, et même parfois physique, et que tous les diagnostics différentiels ont été faits pour écarter des maladies graves ou moins graves, mais qui sont identifiables et donc soignables, on rentre à ce moment-là dans un espace où le médecin, comme je l'ai précisé, doit vraiment devenir un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être plus à sa portée des outils médicamenteux, chimiques ou même naturels, à base de plantes, qu'il n'a peut-être pas les outils dans le corps médical au niveau de la psychologie, de la psychiatrie, de la rééducation avec la kinésithérapie ou l'ostéopathie. Il n'a plus de réponse standard d'instruments classiques. Mais un chef d'orchestre peut aussi faire appel à un moment et coordonner des instruments de musique plus confidentiels, qu'on n'entend pas tous les jours et qui ne forment pas l'essentiel de l'œuvre musicale, et qui ont le mérite d'exister, qui ont un vrai rôle à jouer. Et c'est dans cet espace que j'intégrerai volontiers la pratique du Père Georges. Ce premier point était très important, le critère éthique du diagnostic différentiel. Il faut, avant d'aller dans une démarche d'exorcisme, avoir balayé tout l'espace médical classique, tous les instruments de musique que nous connaissons. Le deuxième point extrêmement important, c'est la crédibilité de la personne qui va accomplir le rituel. Il faut une personne qui ait une certaine reconnaissance, qui est en quelque sorte pignon sur rue, et cela est essentiel, qu'il ne fasse pas de prosélytisme, c'est-à-dire que l'espace du Père Georges est lié à des croyances. Je ne les commande pas puisque mon commentaire est laïque,
chaque personne a droit à sa vie intérieure et à ses croyances. Les croyances peuvent être religieuses ou dans certaines formes de croyances mystiques, mais elles sont personnelles. Parfois, au sein de ces croyances, il y a également associé des peurs. Ces peurs peuvent s'enquister, et nous le savons tous, médicalement parlant, des peurs qui s'enquistent sur la durée peuvent affaiblir le système nerveux, affaiblir l'équilibre neuro-hormonal, et sous la dépendance de notre système nerveux, il y a bien entendu un système immunitaire, un système hormonal, donc un déséquilibre dans les croyances, dans les peurs, dans la gestion de nos émotions profondes. Tout cela peut avoir un retentissement au niveau moral, mental et physique. Ce qui explique pourquoi lorsque une personne qui a une forme de croyance en résonance avec ce que propose le Père Georges, eh bien, il y a un effet que l'on peut appeler psychosomatique, c'est-à-dire que en apaisant certaines peurs, parce que l'on donne ce pouvoir au Père Georges, nous sommes dans le monde virtuel, mais qui est cher aux neurosciences. Les neurosciences nous démontrent que le virtuel de nos émotions a le même poids que le réel de nos cellules. Des émotions, un stress chronique, peuvent créer des trous dans l'estomac sous forme d'ulcères, peuvent dérégler certains équilibres hormonaux. Il y a donc une connexion directe entre le mental, l'émotionnel et la réalité biologique de notre corps. Et c'est ce lien et cet espace qui ont éveillé mon intérêt, ma curiosité. Et je le répète, cette préface n'est pas une carte blanche, un chèque en blanc à la pratique du Père Georges. Je ne la comprends pas, je ne la maîtrise pas, mais je l'ai également précisé dans ma préface, il faut juger l'arbre à ses fruits. J'ai en face de moi un homme équilibré, sincère, avec beaucoup d'empathie, et sur des décennies, les personnes qui viennent le voir, pour un très fort pourcentage, en ressentent un mieux-être mental, moral et parfois physique. Donc je m'intéresse à la pratique de cette personne. Je ne peux pas la valider scientifiquement, mais je valide au niveau scientifique que toute personne qui peut rentrer en résonance dans une forme de croyance est apte à rassurer cette personne et à dissoudre certaines peurs, donc avoir une véritable action de rééquilibrage neuro-émotionnel. Et nous l'avons vu, les neurosciences le prouvent, il y aura donc des conséquences directes sur le mieux-être mental, moral, physique. C'est l'espace du Père Georges, je ne le maîtrise pas, mais il m'intéresse comme thérapeute, il m'intéresse comme neuroscientifique, et il m'intéresse au-delà de toute chose dans le respect de mon serment au niveau de cette médecine hippocratique, qui est jugée extrêmement scientifique, oui, mais qui garde en priorité le mieux-être de l'être humain. C'est la question, je dirais, la plus délicate parce qu'elle demande absolument de ne pas répondre avec des raccourcis. Notre époque est très friande de phrases choc, de phrases, je dirais, marketing, et le sujet de l'exorcisme étant un sujet un tout petit peu marginal, on attend toujours de la part des médecins des phrases choc, validant ou invalidant cette pratique. Je voudrais me positionner dans une analyse intermédiaire où, je l'ai déjà exprimé, on juge l'arbre à ses fruits. Au niveau médical, les fruits, entre guillemets, thérapeutiques apportés par le Père Georges m'intéressent. Dans certains espaces de souffrance de mes patients, je n'ai pas de réponse médicamenteuse, ni de réponse naturelle, en
naturopathie, ni de réponse psychologique directe, parce que je n'arrive pas à dialoguer avec le monde des croyances et des peurs de la personne. Pour encore mieux répondre, je reprendrai une partie de ma préface et je pense que c'est la meilleure réponse que je puisse faire. Lorsque les diagnostics différentiels ont été posés, toujours et encore l'importance de l'éthique médicale et je dirais de la priorité hiérarchique du diagnostic. Lorsque les diagnostics différentiels ont été posés sans pour autant proposer une piste thérapeutique, il faut alors des outils qui ne se réfèrent pas uniquement à la logique du mental, mais bien au monde plus large de tout le symbolisme humain. Je repréciserai, et au niveau neurosciences c'est accepté, que le mot prononcé, la phrase est à la conscience, ce que le symbolisme est à l'inconscient. Notre conscience dialogue avec des mots, notre inconscient dialogue avec des symboles. Jung l'a parfaitement exprimé et surtout, il avait je dirais une sorte de talent diagnostique et thérapeutique exceptionnel au niveau du décodage des rêves à travers le symbolisme. Il faut alors des outils qui ne se réfèrent pas uniquement à la logique du mental, mais bien au monde plus large de tout le symbolisme humain. C'est le monde d'expérience du Père Georges que les neurosciences associent à de nouvelles pistes thérapeutiques aussi importantes que l'effet placebo et les trainings psychosomatiques. En n'oubliant pas que si ces mots maintenant sont devenus marginaux, à la Pitié-Salpêtrière, à la fin du XIXe siècle, nous étions la nation la plus avancée au niveau justement de l'étude neurocérébrale à travers les techniques d'hypnose et toute cette école de psychosomatique et de somatopsychique. Aussi importante que l'effet placebo et les trainings de psychosomatique. Ces techniques sont servies par de l'induction, proche de l'hypnose médicale et de la sophrologie, basée sur la force de la parole, la force des grands mythes et le maniement expérimenté de certains rituels. C'est l'espace codifié de la pratique exorciste et donc du Père Georges au quotidien. En reprenant l'image du médecin chef d'orchestre, c'est vrai que dans un orchestre, pour un profane de la musique classique que je suis, nous reconnaissons avec envie les instruments magnifiques, le piano, les violons, les violoncelles, tous ces instruments très connus. Parfois, je l'ai précisé également, il existe des instruments plus confidentiels. Mais le rôle du chef d'orchestre reste tout aussi important. Il ne s'agit pas de coordonner une symphonie de xylophones. Que les personnes qui jouent du xylophone me pardonnent, peut-être que ça existe, mais a priori, pour le grand public, ça n'existe pas. C'est un instrument qui peut être essentiel, comme les cymbales par exemple, pour marquer des temps forts ou répondre à une attente musicale. Mais cela reste confidentiel. Confidentiel, mais important. Certains grands auteurs et écrivains musicaux ont intégré ces outils musicaux. De même que le médecin doit être en contact avec des techniques plus confidentielles et avoir l'ouverture morale et mentale de reconnaître à un moment ses limites. Et lorsque, dans une souffrance prioritairement mentale ou morale, s'intègre cette notion de symbolisme humain, de mythe, de croyance et de toutes les peurs, superstitions, envoûtements, etc., qui sont associés. En tant que médecin, je n'ai pas de réponse, à part dire à la personne « je ne maîtrise pas votre espace et peut-être que pour vous, excusez-moi l'expression, vous calmez un peu, je peux vous donner quelques benzodiazépines, quelques tranquillisants ou peut-être que c'est un équivalent dépressif et que je vais vous donner des antidépresseurs. » Mais de très nombreuses fois dans ma carrière, en mon âme et conscience, je n'avais pas en face de moi une personne dépressive ou délirante, juste une personne comme vous et moi, qui avait des peurs profondes liées à certaines croyances. Et je n'avais pas, de par mon apprentissage médical, les techniques pour répondre à ces peurs. Alors oui, je pense que la technique exorciste
présentée par le père Georges reste, à mon sens, une technique, un outil thérapeutique de neurosciences, de psychosomatique marginal, réservé à quelques cas sur des milliers de cas, mais important dans la symphonie de l'art médical qui se résume en une seule chose. Quand un être humain, un frère humain vient vers moi en souffrance, si je sais répondre à cette souffrance, et c'est ce qu'essaye d'enseigner l'art médical, d'avoir le plus de réponses possible. Si je n'ai pas la réponse, il faut, à mon tour, comme le dit le père Georges, lui-même doit faire preuve d'humilité. En priorité, il doit s'en remettre au monde médical. Le monde médical, à un moment, doit faire preuve d'humilité, et lorsqu'il a vérifié le diagnostic différentiel, le sérieux et l'éthique de la personne qui propose l'exorciste, eh bien, sur ce terrain des peurs, des mythes et des croyances, il doit faire confiance, et une confiance à ce moment-là thérapeutique à cette personne qui pratique. C'est une question difficile et c'est un peu une question piège parce qu'elle sous-entend que je valide thérapeutiquement la pratique de l'exorcisme. Je resterai fidèle à mon schéma de pensée. Je pense que le rituel exorciste est un instrument de santé confidentiel, mais qu'il a sa place, son existence, pour répondre aux souffrances de certains patients qui sont dans un monde en adéquation avec les croyances et donc les peurs et les superstitions qui vont avec ces croyances. Donc, si après un diagnostic différentiel soigneux, si en ayant exploré toutes les possibilités thérapeutiques et mes outils de santé de chef d'orchestre médical, eh bien, si je n'ai pas de vraie réponse à apporter à cette personne pour sa souffrance mentale, morale, émotionnelle, physique, et si elle m'exprime son désir, sa décision irrévocable d'aller voir un exorciste, je lui donnerai quand même quelques conseils. Je les ai notés pour être sûr d'en négliger aucun parce que c'est un sujet important. Prioritairement, des conseils de prudence et de lucidité. Choisir un exorciste, une personne qui pratique ce rituel, ayant pignon sur rue, une forme de renommée et de sérieux et d'éthique, une personne qui prioritairement va respecter la hiérarchie médicale. C'est-à-dire qu'en recevant la personne, elle posera des questions en demandant si la personne vient chez elle après un examen soigneux de tous ses symptômes et un manque de réponse médicamenteuse ou psychologique. Donc, quelqu'un qui est reconnu et qui est affilié à une église, puisque c'est souvent associé à l'église catholique, mais je crois qu'il existe des pratiques exorcistes dans toutes les religions. Deuxième point, que ma patiente ou mon patient se fasse accompagner par une tierce personne. La présence d'une tierce personne décourage habituellement, les charlatans qui peuvent abuser de cet espace, de ces rituels qui ne sont pas bien codifiés au niveau d'une pratique thérapeutique en France et même en Europe. Et donc, certaines personnes peu scrupuleuses peuvent vouloir exploiter le malheur humain en faisant de fausses promesses. Troisième point, je ne connais pas parfaitement tous les rituels d'exorcisme, mais en tant que médecin, je m'opposerai à toute pratique où il y aurait des attouchements corporels. Et je ne parle pas directement, bien entendu, du pire sexuel. Je crois que la pratique de l'exorcisme permet une imposition des mains sur la tête ou sur les épaules. C'est parfait. Enfin, je pense que
l'espace de l'exorcisme est un travail humain et que tout travail mérite salaire et que les prix doivent s'exprimer en dizaines d'euros, aux alentours, je pense, d'une centaine, mais certainement pas en plusieurs centaines d'euros. Et j'ai malheureusement eu vent de personnes peu scrupuleuses qui avoisinent de milliers d'euros en incluant des ouvrages, excusez-moi l'expression, des gris-gris. On rentre dans un autre espace, on rentre là dans l'espace de la superstition pure et de l'exploitation du malheur humain. Donc, quelque chose de clairement annoncé. Et enfin, le dernier point, si l'on vous propose cet outil de santé marginal, mais qui existe, il faut qu'il y ait des résultats. Si, après la séance d'exorcisme qui vous a été proposée, vous ressentez un mieux-être et un allègement de votre douleur morale ou mentale ou physique, c'est parfait. S'il n'y a aucun résultat, ce n'est pas en répétant à l'infini, avec un abonnement, cette pratique que le résultat s'améliorera. Exactement comme en médecine, si à un moment ce que l'on propose n'améliore pas la personne, ce n'est pas la bonne piste. Donc l'exorcisme n'est pas la bonne piste s'il n'y a pas de résultat. Là encore, cette question est trop directe et elle demande des nuances parce que sur des sujets aussi importants qui engagent la crédibilité médicale et la santé humaine, les raccourcis ne peuvent pas être appliqués. Je le répète encore, je l'ai déjà exprimé, notre génération, notre siècle est avide de raccourcis, de phrases choc. On le voit dans les informations, mais pas seulement les informations et les journaux télévisés, mais également les publications scientifiques. Les universités rivalisent de phrases choc, surtout au niveau des neurosciences, avec les choses merveilleuses, le cerveau limbique, les neurones miroirs, la méditation de pleine conscience. Et très rapidement, on peut glisser, et ça c'est un point très important que je souligne, entre le scientifique pur et la croyance. Il faut toujours exprimer clairement ce qui est démontré et ensuite clairement ce qui rentre dans l'espace d'une croyance. Ce n'est pas pour cela qu'une croyance ne peut pas déboucher sur quelque chose de thérapeutique. Je le répète, on juge l'arbre à ses fruits et c'est notamment des espaces qui ont été longuement commentés au niveau du grand public sur les guérisseurs, les coupeurs de feu qui sont associés maintenant à certains espaces médicaux hospitaliers suite aux chimios et aux radiothérapies. Il y a des espaces qui ne sont pas scientifiquement explicables, mais qui sont scientifiquement intéressants. C'est un peu une forme de conclusion. Et pour être plus précis, je n'ai pas trouvé mieux comme conclusion que ce que j'ai rédigé dans l'introduction et dans la préface. L'approche médicale purement biologique et moléculaire est et doit rester prioritaire. Je le répéterai à l'infini. Mais la piste d'une maladie chronique doit toujours nous faire réfléchir et nous imposer un espace diagnostique plus large, avec les neurosciences appliquées. Elles ont alors le devoir d'imposer un espace rigoureux de diagnostic différentiel. À la lumière des conclusions, elles ont également le devoir d'appeler aide thérapeutique toute démarche qui respecte cette hiérarchie diagnostique et qui peut présenter des garanties de sérieux, d'expérience et d'éthique dans la conduite de leur protocole spécifique. Une phrase bien longue, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Au-delà des a priori, il faut donc s'intéresser à toutes les pistes qui donnent des preuves de sérieux et d'efficacité sur un espace qui nous concerne tous, bien avant l'impulsion d'Hippocrate. Atténuer, chaque jour un peu mieux, la souffrance de nos frères humains. C'est le but avoué de tout l'art médical. Alors je répondrai oui, en ayant posé toutes ces conditions. Quand une personne
présente une souffrance chronique, mentale, morale, émotionnelle, impliquant parfois également du physique, pour lesquelles je n'ai pas de réponse médicamenteuse, de réponse naturelle, de réponse en psychologie ou en neuropsychiatrie, ma spécialité. Je ne veux pas laisser cette personne dans cet espace de souffrance. Et si je m'aperçois que son espace de croyance et son espace intérieur de peur enquisté renvoie à l'espace de l'exorcisme, alors je dirais oui, je pense que l'on peut à ce moment-là considérer le rituel exorcisme de l'exorcisme, comme un outil de santé, confidentiel certes, mais un outil de santé des neurosciences appliquées.